Donc le titre est assez ambitieux. En fait, je vais brosser un tableau plutôt général de ce que représente le fait de travailler sur le congrès en tant que forme d'organisation des savoirs linguistiques et philologiques, et l'inscrire dans le contexte, disons, politique générale d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc cet objet dont je vais vous parler aujourd'hui, le Congrès international des orientalistes, m'occupe déjà depuis plusieurs années. Et j'avais eu l'occasion d'en parler dans un précédent colloque de la Shell. C'était un article qui est paru entre-temps dans HEL et qui s'intitulait « La science, la robe au vent ». Le titre était repris du titre d'un recueil de poèmes offert en hommage à un des congrès du 19e siècle. Et précisément, ma contribution à l'époque portait sur le 19e siècle. Je m'étais arrêtée à la guerre de 1914. Donc, dans cet article, le congrès était abordé comme une caisse de résonance des problématiques liées à la professionnalisation et à la spécialisation de l'orientalisme. Le but était d'analyser la manière dont les orientalistes dits de profession, majoritairement philologues, ont fini par s'imposer au sein d'un congrès qui, au départ, avait été conçu de manière beaucoup plus large, intégrant des hommes de terrain, des diplomates, des commerçants, des industriels, etc. Aujourd'hui, ma perspective sera donc différente puisque je me concentrerai sur une période postérieure. Et en effet, c'est possible parce qu'un des intérêts majeurs du congrès comme objet d'étude est qu'il offre précisément la perspective du temps long. Le congrès a existé sur une période de 100 ans sous sa dénomination de Congrès international des orientalistes, au travers de 29 réunions successives qui se sont donc tenues de 1873 à 1973. Le premier congrès s'étant tenu en 1873 à Paris. Donc les Français tiennent beaucoup, les savants français du 19e siècle tiennent beaucoup à cette origine française du congrès, c'est rappelé très régulièrement. Et c'est aussi la raison pour laquelle il se termine en 1973, au moment du centenaire, à nouveau à Paris. Donc ce tableau vous donne déjà une première vue d'ensemble de la chronologie. Et j'ai réparti la localisation des congrès par colonne pour que vous ayez déjà une première impression de la récurrence de certains lieux d'implantation et également de la concentration en Europe jusqu'à une date assez tardive. On voit aussi dans la marge 2 congrès avortés, un premier congrès en 1892 qui a failli avoir lieu à Lisbonne. C'est un moment de conflit dans le congrès, donc plusieurs options sont envisagées et finalement donc, ce congrès n'aura pas lieu à Lisbonne. Il y a eu en revanche 2 congrès qui ont eu lieu à Londres en 91 et en 92, mais un seul est retenu comme le congrès officiel. Et puis l'autre cas avorté, c'est le congrès de Paris de 1941. Alors celui-là, il est vraiment impossible d'en trouver une trace, sauf dans les archives, donc j'étais contente de croiser ça. Voilà, en fait, c'est un projet que le gouvernement national socialiste a eu au moment de l'occupation, et bon, je pourrais vous en redire un mot si vous voulez. Et donc ça n'a pas eu lieu malgré tout. Alors pourquoi est-ce que je m'étais au départ limitée au 19e siècle ? Eh bien c'est parce que c'est ma période de spécialité. En tant que praticienne de l'histoire des sciences, je me concentre sur le 19e siècle, même si c'est au sens long, en remontant dans le 18e et en redescendant jusqu'au moins 1914. Et puis il faut dire que la documentation sur les congrès est tellement pléthorique, que ce soit en termes d'actes publiés, ou de correspondance entre savants ou bien d'archives disponibles, que c'est un objet qui peut être un peu effrayant. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a peu été traité en tant que tel, mais plutôt de manière transversale, enfin disons comme un outil de documentation pour un point précis, ou bien traité dans le cadre de l'étude d'un congrès en particulier, enfin une session du congrès. Donc il me semblait raisonnable les premières fois que je me suis attelée à ce gros morceau de m'en tenir à une période délimitée.
Et puis j'avais aussi le sentiment que les deux interruptions qu'ont représentées les deux guerres mondiales marquaient des césures qui n'étaient pas seulement politiques, mais qui avaient une incidence réelle sur le déroulement du Congrès, à la fois dans son organisation, dans le type de participation, et puis peut-être même l'organisation des savoirs en son sein. Et finalement, de fil en aiguille, c'est précisément ça qui m'a déterminée à changer d'avis et à finalement embrasser toute la période. Parce que dans les fonds d'archives, eh bien, les dossiers couvrent souvent l'ensemble des congrès. Enfin, il y a pas mal d'archives, que ce soit dans des archives nationales ou dans des archives plus administratives d'université, où on trouve des traces des différents congrès, donc c'est déjà tentant d'aller voir un peu plus loin. Et puis surtout, plutôt que de s'arrêter à la difficulté représentée par les changements de paradigme d'une période à l'autre, il était tentant d'interroger ces changements précisément plus avant, d'en éprouver la réalité et les limites, et également d'en comprendre les raisons. Le congrès ne présente pas que l'intérêt du temps long, il est aussi, qui est donc un observatoire idéal des transformations potentielles. Il a aussi l'avantage d'avoir sa dimension internationale. Cette dimension est particulièrement importante pour un domaine dont l'historiographie se distingue par un fort nationalisme méthodologique, dont vous avez des exemples ici. Donc on voit bien que j'ai pris vraiment quelques ouvrages au hasard, mais les exemples pourraient être multipliés du fait que l'orientalisme est très souvent abordé à travers un prisme national. Une autre tendance très forte dans l'historiographie de l'orientalisme, c'est de verser dans la géographie des grands auteurs, dans la recherche de pères fondateurs et héroïques. Donc une des figures de ce panthéon, c'est par exemple, pour la France on pourrait citer Champollion ou Sylvestre de Sacy, mais là en l'occurrence j'ai choisi une photo de Champollion. En Angleterre on pourrait citer William Jones. Et puis, pour la grammaire comparée, Franz Bopp, qui, je le rappelle, enseignait avec une chaire de langues orientales. Donc, voilà pourquoi il me semble important de développer une perspective transnationale sur ces objets qui sont souvent pris par un autre biais. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit systématiquement considérer que tout communique, que tout voyage. Il y a évidemment des effets de résistance. Il y a des choses qui naissent aussi dans des contextes bien déterminés, mais en tout cas, il est important aussi d'avoir quand même présent à l'esprit le fait que les choses se sont largement jouées à une échelle internationale, et ça dès une époque très précoce. Enfin, l'ambition totalisante du Congrès, qui ne prétendait pas seulement rassembler le plus grand nombre d'orientalistes provenant du plus grand nombre de pays, mais aussi faire exister toutes les branches de l'orientalisme, me semble en faire un objet particulièrement intéressant pour arriver à aborder de manière transversale des questions qui sinon pourraient l'être de manière trop abstraite. On a en effet de cette manière un corpus qui reste très cohérent, même si il est multiple et s'il permet d'apporter les choses par diverses perspectives. Donc dans le congrès, toutes les disciplines de l'orientalisme sont représentées, à la fois sur le plan linguistique, des études arabes aux études japonaises, en passant par les recherches sur l'Asie centrale par exemple, mais aussi sur le plan des approches. On trouve aussi bien des articles qui portent sur l'histoire que sur l'histoire de l'art, la numismatique, l'épigraphie, l'archéologie, la philologie, la linguistique, etc. Et c'est quelque chose qui rend l'analyse d'autant plus compliquée que si on ne veut pas projeter rétrospectivement nos propres catégories d'analyse sur la pratique des acteurs, on est obligé de tenir compte de la manière dont ils s'expriment sur leur travail. Et c'est un problème vraiment épineux puisque certains domaines sont encore à un stade de constitution de savoir et pas de discipline véritablement entérinée. Donc il y a vraiment un problème terminologique auquel on se heurte régulièrement, mais qui témoigne aussi de la richesse de l'objet. Donc comme je le disais, pour moi au départ, c'était surtout le moyen de disposer d'un corpus homogène, cohérent, pour analyser de manière concrète des questions transversales que mes recherches sur l'histoire de l'orientalisme m'amenaient à me poser sur un plan de plus en plus général.
Et je dirais que ça répond aussi à une conviction que l'histoire d'une science s'éclaire d'autant mieux quand on la considère en relation avec les sciences voisines ou connexes. Donc je parlais tout à l'heure de la perspective transnationale. Je pense aussi que faire l'histoire d'une science en tenant compte de son environnement tel qu'il est constitué par d'autres disciplines voisines est également très pertinent. Donc, dans le cas qui nous occupe, la linguistique pourrait a priori paraître un objet marginal quand on s'intéresse à l'histoire du Congrès international des orientalistes au vu de la variété des disciplines, mais je pense qu'au contraire, le fait que la linguistique y soit incluse au sein de tout un autre panel permet de discuter son statut et sa place et l'évolution que cette place a pu connaître au fil du temps. Ça permet notamment de penser à nouveau frais la relation entre linguistique et philologie dans un domaine comme l'orientalisme où les deux ont continué à cohabiter au-delà du début du XXe siècle, contrairement à certaines situations qu'on entend décrites certaines fois. Donc au total, je dirais qu'on a avec le Congrès un corpus vraiment intéressant pour observer les variations dans la définition de l'Orient par les savants. Qu'est-ce que c'est que l'Orient? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? Comment cet espace est découpé? Comment ces découpages, ces cartographies ont varié dans le temps? Et puis, c'est aussi un corpus qui m'a fait réaliser que bien souvent l'histoire de l'orientalisme traditionnel, ce que je pourrais appeler l'orientalisme traditionnel, c'est-à-dire j'entends par là à base linguistique et philologique, est très souvent découplée de celle des area studies. Les gens qui s'intéressent à l'histoire des études d'aire culturelle se concentrent généralement sur le XXe siècle et le lien est rarement établi entre les deux versants de l'activité des études orientales. Et donc je trouvais ça intéressant d'observer justement grâce à cette perspective de temps long qu'offre le Congrès les transformations éventuelles et les évolutions qui permettraient de mieux mettre en relation ces deux modes d'appréhension des espaces et des langues et des cultures. En même temps, il serait évidemment réducteur d'avoir une approche strictement utilitariste du Congrès comme un réservoir d'occurrences. Il me semble que la forme Congrès est intéressante aussi en soi du point de vue de l'histoire des sciences. Elle appelle en effet particulièrement à combiner l'histoire sociale, épistémologique, institutionnelle et politique des sciences, que pour ma part je considère une démarche cruciale pour comprendre les conditions d'émergence des savoirs et celles de leur transformation ou non en discipline. Ainsi, les congrès permettent par exemple d'appréhender dans sa globalité la population des acteurs de l'orientalisme, même si tous n'ont pas été présents à chaque session, et d'observer les différences nationales et générationnelles, en termes à la fois d'appartenance à différents pays, en termes également de représentants de telle ou telle discipline. Les congrès mobilisent une logistique très lourde au vu du nombre important de congressistes. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve particulièrement documenté dans les archives, au point que c'en est même un peu répétitif. Les congrès, c'est d'abord de l'organisation matérielle. Il faut loger les gens, organiser leurs déplacements, penser un programme d'intervention, prévoir tout ce qui fait aussi la vie scientifique et la collégialité des échanges, donc les banquets, les visites touristiques, les visites scientifiques également de musées, de bibliothèques, les expositions de livres, etc. Les congrès sont en outre placés sous le patronage de grandes figures politiques nationales, souvent au XIXe siècle en tout cas, mais on trouve encore beaucoup le cas au XXe siècle, le chef d'État de l'État lui-même, de l'État qui accueille le congrès. Et enfin, ces congrès ont une fonction clairement performative qui consiste à faire exister la discipline en montrant de façon éclatante son existence aux yeux du public savant et non savant. Donc toutes ces dimensions, quand on les combine, permettent d'avoir
une appréhension très concrète, sociologique, politique, institutionnelle, etc. de la vie scientifique. Pour analyser ces différentes dimensions, effectuer une analyse quantitative et statistique et aussi établir des liens entre ces différents aspects, j'ai pour ma part choisi de recourir à une base de données dont je vous donne une copie d'écran pour que vous voyez un petit peu comment elle est constituée. Donc j'ai en fait une fiche par congrès. Chaque fiche est divisée en 3 parties. La partie du haut concerne les métadonnées du congrès. La partie du milieu est davantage dirigée vers les acteurs du congrès, donc les membres participants, le comité d'organisation, les délégations officielles, les orateurs et les auditeurs. Et enfin, la partie en dessous me sert à rendre compte du déroulement du congrès. Donc, quelles ont été les sections avec leurs présidents et secrétaires respectifs, les communications présentées à l'intérieur de ces sections, les motions qui ont été votées en Assemblée générale, et puis aussi, parce que ça fait, comme je vous le disais, partie intégrante du congrès, la liste des visites et distractions proposées aux congressistes. Alors évidemment, c'est un travail titanesque, parce qu'à l'échelle de 29 congrès, ça représente des centaines et des centaines de noms, et puis évidemment des milliers d'entrées d'articles. Donc je n'ai pas forcément l'ambition d'arriver à la remplir de manière complètement exhaustive, mais il est certain qu'à chaque fois que je m'y attelle, je me rends compte que le simple fait de classer les éléments et de les rentrer dans la base de données me fait avancer dans la réflexion et me permet de créer des liens que je ne verrais pas sinon. Je pense que, puisqu'on en est dans le registre méthodologique, je pense que dans une base de données, ce qui est très important aussi, enfin ça c'est l'expérience que j'en ai eue par ce biais-là, c'est d'avoir des onglets qui laissent aussi un peu de liberté et de souplesse. Donc j'ai fait rajouter par l'ingénieur avec qui j'ai travaillé des onglets qui me permettent d'apporter des précisions, des commentaires, etc. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas à chaque fois tout formaliser et faire rentrer dans des cases. Comme je vous le disais, les problèmes les plus redoutables sont liés à la terminologie, parce qu'à partir du moment où on voudrait essayer de faire des cartographies, ou bien des comptages, des statistiques, etc., il faut arriver à trouver des dénominateurs communs. Et le problème en tant qu'historien est justement d'arriver à ne pas créer des catégories artificielles, à ne pas projeter ses propres modes de pensée sur la pratique de gens qui l'apercevaient peut-être de manière différente. Il y a évidemment aussi la question, et là on arrive déjà à des questions politiques, la question du changement de dénomination des espaces et également de frontières des espaces en raison des décolonisations, en raison des différents conflits qui ont eu lieu à l'échelle régionale ou mondiale. Donc ça pose aussi des questions assez délicates en termes méthodologiques. Donc cette base de données, elle peut être remplie en recourant à la fois aux actes du congrès, mais aussi aux archives administratives et aux correspondances que je mentionnais tout à l'heure. Donc ce cadre posé, je vais rentrer davantage dans le vif du sujet que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui. Dans l'intitulé de mon exposé, je parlais du Congrès international des orientalistes dans la guerre froide. En fait, les délimitations temporelles de 1948 à 1973 doivent se comprendre dans un contexte plus large qui comporte aussi l'immédiate après Seconde Guerre mondiale et bien évidemment tout ce qui concerne les décolonisations. Donc le congrès, encore une fois, a été fondé à Paris en 1873 et il faisait partie à l'époque des premiers à être mis sur pied, puisque avant le congrès des orientalistes, on trouve 2 congrès principalement à l'échelle internationale, celui des anthropologues et celui des géographes. Donc ce congrès qui va être suivi d'une multitude d'autres, on a vraiment une croissance exponentielle du nombre de congrès dans le dernier tiers du XIXe siècle, s'inscrit dans le mouvement de production de la science à une échelle de plus en plus grande,
qualifié en son temps de Großbetrieb der Wissenschaft par l'historien allemand Theodor Mommsen, qui voulait justement rendre compte de ce côté de production quasiment industrielle du savoir scientifique. Cette augmentation d'échelle se joue autant dans la masse des savoirs produits que dans le nombre d'acteurs engagés dans l'activité scientifique, puisqu'on a, pour commencer, une massification du public étudiant, pour employer les termes qu'on utiliserait aujourd'hui, dès le XIXe siècle. Et cette augmentation se note également dans l'accélération et la densification des relations scientifiques internationales, notamment du fait de l'amélioration des moyens de communication et de transport. Ce qui peut paraître assez banal, dit comme ça, mais qui a une importance vraiment décisive sur la manière dont les congrès se sont développés à l'échelle de ces 100 ans. Dès le début, ces processus que je viens d'évoquer, d'augmentation d'échelle à différents niveaux, ont été marqués par de fortes tensions. L'augmentation des connaissances et des savoirs produits a généré une spécialisation accrue, tout le monde ne pouvant pas être spécialiste de tout. Le Congrès en a pris acte par ses multiples branches, autant qu'il se voulait une réponse, une tentative pour contrebalancer cette évolution en plaçant ces branches sous un chapeau commun. Donc on a vraiment cette tension entre le fait de prendre acte qu'il existe une spécialisation et que les différentes sections doivent y faire écho, et en même temps la volonté de tout ramener sous un chapeau commun pour restituer une unité du savoir et une vue d'ensemble de l'Orient qu'on pense avoir perdu en cours de route. Vue d'ensemble qui est d'autant plus importante aux yeux des orientalistes que pour eux, ces connaissances sur l'Orient doivent s'inscrire dans un plan plus large qui est de compléter le puzzle de l'humanité. J'y reviendrai tout à l'heure. En même temps, comme j'ai pu le montrer dans différents articles, cette ambition humaniste connaissait des limites objectives. Les orientalistes occidentaux se montraient très souvent paternalistes